Alors donc, je vais maintenant introduire les deux intervenants suivants. Donc, tout d'abord, donc le professeur Alain Godric, qui est donc professeur émérite à l'Université Paris Diderot, qui a été le premier en France à développer très très tôt l'OCT, le premier à travailler là-dessus et à travailler sur toutes ces générations, qui a écrit des livres et de très nombreux articles là-dessus, et qui en même temps a bien connu toute l'arrivée de l'angiographie et toutes ces techniques d'observation. Donc il y a une vision, je ne dirais pas historique parce que ça serait très vexant pour lui et pour moi, mais une vision assez large et assez longue de ce qu'a pu représenter l'innovation dans notre domaine. Et donc il va vous la présenter en particulier sous l'angle de l'OCT. Oui, merci José. Donc je vais reprendre effectivement un certain nombre de thèmes qui ont été développés par José Sahel, mais plutôt plus sous l'angle de l'application de ces techniques à quelques problèmes cliniques courants en ophtalmologie et avec insistant sur l'évolution en fait des concepts en matière d'analyse de l'imagerie du fond d'œil. Alors, ça paraît une évidence, mais et José a terminé là-dessus, mais grâce à la transparence des milieux oculaires, normalement, la cornée, le cristallin, le vitré, le fond d'œil peut être imagé par la lumière, et c'est le grand avantage que nous avons par rapport à d'autres techniques d'imagerie dans l'organisme, soit une lumière polychromatique et incohérente, comme celle délivrée par une ampoule flash dans de nombreux instruments, soit monochromatique et cohérente dans les ophtalmoscopes à balayage laser ou les rétinographes à balayage laser, ou monochromatique et faiblement cohérente, comme dans les diodes de superluminescence qui vont être utilisées notamment dans l'OCT. Et cette utilisation de la lumière permet une précision bien supérieure aux ultrasons ou à l'atomodensitométrie, c'est-à-dire au scanner par rayon X, ou à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, qui donne une résolution qui est de l'ordre du millimètre, alors que nous sommes de l'ordre de quelques microns avec l'utilisation de la lumière. Et cette précision est encore, comme vous le savez maintenant, améliorable par l'optique adaptative. Alors je ne vais pas refaire l'historique déjà bien envisagé par José Sahel, mais simplement pour dire dans cette liste, il y a à la fois, si vous voulez, des innovations techniques, et c'est toujours le problème de l'imagerie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une invention technique quelque part qui n'est pas forcément tout de suite appliquée à l'imagerie médicale, et puis qu'il y ait un besoin de comprendre, de connaître quelque chose de supplémentaire sur les maladies. Alors évidemment, on commence par l'invention de la photographie, parce que sinon, il n'y aurait pas de photographie du fond d'œil, mais on voit que le chemin a été long de l'invention de la photographie à la photographie du fond d'œil. Et puis, il y a quelques inventions qui sont en fait sans rapport immédiat avec leur application. Par exemple, la fluorescéine, elle a été synthétisée par Bayer en 1871, alors que son application à l'œil date de pratiquement un siècle plus tard. Et on va voir ça à plusieurs reprises. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la première même image du fond d'œil, mais voilà, en fait, les historiens de l'imagerie se la disputent. Mais c'est un certain Gerloff, un Allemand, qui a publié donc, dans une revue allemande en 1891 cette première photographie, disons, à peu près interprétable, vous voyez, de la papille du nerf optique avec les vaisseaux qui sortent du nerf optique. Et puis, on a le premier appareil de rétinographie, dont José a montré une photo aussi sous un autre angle tout à l'heure, qui est une sorte de banc optique, mais enfin, on reconnaît quelque chose qui ressemble à un rétinographe, publié en 1907, et cette fois-ci avec une image très détaillée du fond d'œil. Et le premier rétinographe commercialisé a été commercialisé en 1932. La fluorescéine, qui va jouer un rôle si important dans l'imagerie moderne du fond d'œil, a été synthétisée par Bayer, et vous voyez que c'est au milieu du XXe siècle qu'on a commencé à l'utiliser chez l'animal d'abord, et puis en 1960 par angioscopie, c'est-à-dire qu'on a regardé le fond d'œil simplement avec un ophtalmoscope. Et alors on n'a pas beaucoup profité de la fluorescence, on a surtout profité de la coloration du courant sanguin par la lumière verte de la fluorescéine. Et puis, comme José Sahel l'a indiqué, ce sont deux étudiants en médecine qui ont réalisé la première angiographie à la fluorescéine chez l'homme. Et ça vaut la peine
de rajouter une petite anecdote à l'histoire, c'est que ce n'étaient pas des ophtalmologistes, ils travaillaient dans un service de médecine interne et leur patron avait reçu un grant des forces armées aériennes des États-Unis pour étudier la circulation éventuellement la circulation sanguine cérébrale des pilotes. Mais il s'était dit que c'était pas mal de regarder la circulation sanguine dans le fond d'œil, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée d'utiliser la fluorescéine dont ils avaient entendu parler en faisant la bibliographie parce qu'ils étaient bien instruits. Et ils ont réalisé cette première angiographie en utilisant un rétinographe dans leur service et en rajoutant des filtres adéquats. Alors, l'article a été refusé par un grand journal américain qui s'appelle American Journal of Ophthalmology, sous prétexte que ce n'était pas nouveau. C'est vrai que ça avait été déjà fait un petit peu en angioscopie au moins, et puis qu'on ne voyait pas très bien à quoi ça pouvait servir, ce qui était effectivement une certaine erreur, et c'est donc paru dans un journal de physiologie qui s'appelle Circulation. Les deux étudiants en médecine ne sont pas devenus ophtalmologistes. C'est un peu plus tard qu'un ophtalmologiste de Miami, dont le nom va éclairer en fait toute la clinique, la nouvelle clinique de l'examen du fond d'œil dans la deuxième partie du XXe siècle, qui est Donald Gass, qui s'est emparé de cette technique et qui a redécrit, donc on va dire à l'époque moderne, toute la pathologie rétinienne à la lumière de l'angiographie à la fluorescéine. Alors, pour faire bref et vous donner une idée un peu concrète de ce que c'est qu'une angiographie à la fluorescéine, si on le représente sous sa forme dynamique, eh bien, on voit apparaître le courant fluorescent qui est... Je ne vais pas rentrer dans le détail des filtres qui sont utilisés, mais c'est assez simple, et qui ne va montrer en blanc que les structures remplies de colorants. Et ça va nous donner donc une dynamique de la circulation des vaisseaux rétiniens, ça va surtout nous donner une topographie, une cartographie de ces vaisseaux rétiniens, parce qu'on utilise en général l'angiographie plutôt dans son aspect statique que dans son aspect dynamique, et une visibilité partielle, on y reviendra, incomplète des capillaires rétiniens, mais aussi ça va nous permettre d'étudier quelque chose qui aura une grande importance dans la compréhension de la pathologie rétinienne, c'est-à-dire les barrières hémato-rétiniennes. Alors voilà l'aspect aujourd'hui des angiographes modernes, qu'il s'agisse des angiographes à flash ou qu'il s'agisse des angiographes à laser à balayage. Voilà donc les images typiques d'un fond d'œil normal en angiographie à la fluorescence. Et vous voyez ici que sur un agrandissement, on commence à distinguer, au moins dans la région maculaire, les capillaires rétiniens. Mais c'est très insuffisant par rapport à un dessin d'après nature, un dessin histologique d'après nature de la vraie topographie et la vraie densité des capillaires rétiniens dans la région maculaire, ou ce que donne ici cette image un petit peu expérimentale d'une angiographie à la fluorescéine, dopée, si je puis dire, dans sa définition, par sa résolution, par l'optique adaptative, et qui vous donne une idée beaucoup plus exacte de ce qu'est la vraie densité des capillaires rétiniens. Donc l'angiographie à la fluorescéine ne nous donnait qu'une idée assez faible de la densité des capillaires rétiniens. L'angiographie a à la fois bénéficié, si je puis dire, de l'existence naturelle de barrières hématorétiniennes et a permis aussi d'étudier les anomalies de ces barrières hématorétiniennes. Qu'est-ce que c'est que la barrière hématorétinienne? C'est simplement le fait que les capillaires de la rétine ont un endothélium capillaire particulier avec des jonctions serrées qui ne laissent pas passer les petites molécules, donc ni de l'eau ni la fluorescéine. Dans la choroïde, qui est la tunique vasculaire sous-jacente à la rétine, au contraire, les capillaires sont fenêtrés et laissent passer la fluorescéine, c'est ce qui fait que la choroïde est fluorescente. Mais il s'interpose entre la rétine et la choroïde une couche cellulaire qui est l'épithélium pigmentaire de la rétine, qui possède également des jonctions serrées, qui s'opposent au passage libre d'eau de la choroïde vers la rétine et aussi de fluorescéine. Ces deux mécanismes tendent à maintenir la rétine déshydratée, et donc transparente. Bien sûr, il y a des mouvements d'eau à l'intérieur de la rétine, mais ils sont transcellulaires, intracellulaires, et non pas dans un espace libre extracellulaire. Donc cet avantage, la fluorescéine, l'angiographie à la fluorescéine a été rendue possible en fait par l'existence de ces barrières hématorétiniennes, sinon toute l'image du fond d'œil serait noyée dans la fluorescéine. Mais
l'intérêt de la fluorescéine a été aussi de montrer des ruptures diverses de ces barrières hémato-rétiniennes qui sont présentes dans un certain nombre de maladies. Et vous avez ici des maladies où la fluorescéine provient anormalement des vaisseaux rétiniens. Ici, vous voyez que ce vaisseau est entouré de cette diffusion blanche de la fluorescéine qui parvient à partir des parois anormales de cette veine rétinienne dans un syndrome inflammatoire. Et ici, ce que l'on appelle un œdème maculaire cystoïde, et vous avez ici la représentation schématique en coupe pour comprendre de quoi il s'agit, mais qui provient de la diffusion de colorants à partir des capillaires maculaires qui vont s'accumuler dans des cavités cystoïdes rétiniennes. Et puis ici, du colorant qui provient non plus cette fois-ci des capillaires rétiniens, mais qui provient de la choroïde à travers un épithélium pigmentaire qui ne fait plus barrière, soit dans une maladie bénigne comme la choroïdite séreuse centrale, soit dans une maladie plus sévère comme les néovaisseaux choroïdiens, parce que des vaisseaux anormaux à la paroi endothéliale anormale ont proliféré sous l'épithélium pigmentaire ou sous la rétine et donnent cette fluorescence anormale. Donc c'était ça l'essence, si vous voulez, je parle au passé parce que la fluorescéine existe, l'angiographie à la fluorescéine existe encore, mais elle est en train d'être partiellement détrônée par d'autres techniques dont je vais parler tout de suite. C'était ça l'essence, en fait, de l'angiographie à la fluorescéine. Alors, le côté curieux, Josel y a insisté, le côté curieux de cette technique qui a été si importante pendant 50 dernières années, c'est que, dans le fond, elle ne montrait pas la rétine. Elle ne montrait pas la rétine transparente. Elle montrait des artefacts, en quelque sorte. Elle montrait que la composante vasculaire ou bien des espaces de diffusion anormaux dans la rétine transparente. Et ce que nous souhaitions voir, en réalité, c'est-à-dire quelles sont les anomalies cellulaires à l'intérieur de la rétine, nous échappait. Et les diagnostics des maladies rétiniennes, qui ont été largement améliorés par l'angiographie à la fluorescéine, étaient en partie fondés sur des signes indirects. Comme quoi, les progrès en clinique reposent souvent sur des progrès technologiques empiriques qui ne nous empêchent pas de progresser dans la connaissance, mais qui limitent les progrès de cette connaissance. Et c'est ce qui s'est passé, dans le fond, à la fin du XXe siècle, où il n'y avait plus de progrès possible grâce à l'angiographie à la fluorescéine. Il y a eu quelques progrès néanmoins, parce qu'on a pris conscience qu'avec les filtres qu'on utilisait pour l'angiographie à la fluorescéine, on pouvait aussi regarder le fond d'œil sans injection de colorant. Et ça a été rendu possible par un autre progrès technologique qui était tout simplement l'utilisation à la place du film photographique qui était utilisé au début de l'angiographie, par l'utilisation de l'image numérique avec une sensibilité bien supérieure. Donc il a été possible de voir le pigment xanthophile en éclairant le fond d'œil en lumière bleue, ce qui est le filtre qu'on utilise pour regarder, pour exciter la fluorescence. Et ce pigment xanthophile correspond à est synthétisé par les cellules de Muller, est présente également dans les axones des cônes et nous donne donc une indication sur la partie interne de la rétine dans la région maculaire. Et également, comme José Sahel vous l'a dit, on peut utiliser le filtre bleu et le filtre barrière de l'angiographie à la fluorescéine sans injection de colorant pour exciter l'autofluorescence contenue dans l'épithélium pigmentaire et aussi dans les articles externes des photorécepteurs. Alors on trouve dans l'épithélium pigmentaire des résidus de la phagocytose des articles externes des photorécepteurs sous la forme d'un composé qu'on appelle la lipofuchine qui est très fluorescente en lumière bleue et on peut donc exciter cette fluorescence. Et c'est donc des séquelles en quelque sorte de l'angiographie à la fluorescéine sans utiliser le colorant qui va nous donner des renseignements précieux puisque dans un certain nombre de conditions pathologiques, les zones noires ici, sans fluorescence, sans autofluorescence, nous montrent les endroits où l'épithélium pigmentaire, les cellules d'épithélium pigmentaire sont mortes ou dysfonctionnelles. Mais le grand progrès a été un changement d'optique, si je puis dire, dans l'examen du fond d'œil, et c'était celui de la cohérence de la tomographie en cohérence optique, qu'on va continuer à appeler Optical Coherence Tomography, OCT en acronyme, et qui est dû à deux physiciens de l'optique, James Fujimoto et son étudiant en PhD David Wang, et l'ophtalmologiste était Carmen Pugliafito, avec un premier article qui est paru dans Science en 1991. Le principe, je n'y reviens pas,
puisqu'il était bien exposé par José. Et vous avez simplement ici ce schéma qui résume le fait que les franges d'interférence vont en fait distinguer dans la profondeur de la rétine différentes structures réflectives à chaque fois qu'on va passer d'une interface à l'autre et qui vont donner l'ensemble de ces signaux. Et vous voyez ici la première génération d'OCT avec une pixelisation très importante, mais qui dans le fond est assez intéressante parce qu'elle nous montre assez bien comment est constituée l'image. Donc c'est une série de scans de A-scan qui, sur une ligne, forment un B-scan et qui vont nous donner cette idée de la structure laminaire de la rétine. Les premières images ont été publiées en 1995 en Archives of Ophthalmology. Et vous voyez qu'il y avait deux mots à retenir ici. Quantitative, donc c'était l'idée qu'on allait pouvoir quantifier quelque chose dans l'épaisseur de la macula. Et macular edema, ça a été la première application de l'OCT, l'idée qu'il fallait, qu'on pouvait enfin quantifier l'épaississement maculaire lié à une pathologie qui s'appelle œdème maculaire et particulièrement œdème maculaire cystoïde. Alors, quelles ont été les évolutions technologiques depuis 1996 ? Date où est apparu le premier OCT commercialisé, eh bien, on est passé par différents types de technologies que je ne vais pas vous détailler, mais ça a commencé avec une technologie dite time domain, puis spectral domain, basée sur la transformée de Fourier, puis maintenant une nouvelle technologie qui entre plus ou moins rapidement en pratique, qui est celle de la technologie Sweb Source, avec une résolution qui s'améliore. On a commencé à 10 microns et on est maintenant autour de 5 à 7 microns. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que l'OCT nous donne une résolution aussi parfaite que la résolution de l'histologie, ne serait-ce que de l'histologie classique, comme vous le voyez ici sur cette très belle coupe de la collection Jacques Mavas précisément. Alors, oui et non. Voilà ce que nous donne aujourd'hui une des meilleures images qu'on puisse obtenir en OCT. On voit assez bien les différentes couches de la rétine, inutile de les détailler une par une, mais on va parler des plus importantes, les fibres optiques, la couche des cellules ganglionnaires, la couche des cellules bipolaires, et ici, vous voyez toute la rétine externe qui représente en fait, toute cette partie-là représente en fait ce qui est lié aux photorécepteurs, avec, on y reviendra, différentes strates de ces photorécepteurs qui chacune nous disent quelque chose à propos de ceci, et la choroïde. Alors, si on détaille un petit peu plus, on voit que lorsqu'on agrandit l'image pour la mettre à l'échelle de ce schéma, ou les mettre simplement à l'échelle de l'histologie, évidemment, les détails commencent à disparaître. Et puis, à l'inverse, on a des lignes, on va y revenir ici, on a des lignes qui ont une grande importance, comme cette ligne ellipsoïde, mais qui, en réalité, en histologie, ne sont pas visibles, parce que ça n'est pas de l'histologie. Et ce que nous voyons sur la coupe OCT, ce n'est pas la rétine, c'est une représentation de la rétine. Et certaines structures qui sont très visibles sont simplement très visibles parce qu'elles ont une forte réflectance. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont si importantes que ça, mais certaines sont si importantes. Il se trouve que cette zone ellipsoïde est à la fois une forte réflectance, et donc bien visible en OCT, et à la fois a une importance sémiologique grande parce qu'elles nous disent quelque chose sur une partie importante du photorécepteur qui est son article interne. On sait que les articles externes se renouvellent constamment et que si les articles externes disparaissent momentanément dans certaines maladies, ils peuvent repousser, mais non pas l'article interne. Et il y a eu un grand débat sémiologique à propos de l'OCT qui est maintenant pratiquement résolu pour savoir à quoi correspondent ces différentes bandes visibles dans la partie externe de l'OCT et notamment cette bande qu'on appelle la ligne ellipsoïde. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'indices histologiques, de corrélations expérimentales, etc., de corrélations aussi avec l'optique adaptative, montrent que c'est cette structure de la partie terminale de l'article interne du photorécepteur, ici la lumière va dans ce sens-là, la partie
terminal, donc externe de l'article interne du photorécepteur, ici c'est l'article externe, contient un paquet de mitochondries très réflectifs qui donne ce signal particulièrement visible. Donc, l'intégrité de cette ligne ellipsoïde signifie qu'au moins l'article interne reste normal, ou en tout cas vivant, et qu'au contraire sa disparition laisse craindre que l'on ait un grave dysfonctionnement du photorécepteur, voire une mort du photorécepteur. L'OCT non seulement permet des images en coupe de la rétine, une très grande définition, mais également une représentation volumétrique de la rétine, y compris du corps vitré en avant de la rétine, et puis une cartographie en face, avec différentes segmentations possibles à différents niveaux en fonction des différentes méthodes d'examen. Soit on coupe la rétine de façon verticale, soit on la coupe de façon frontale pour obtenir ces différentes méthodes. Alors je vais passer très rapidement là-dessus, mais l'OCT montre aussi ce qu'il y a en avant de la rétine et qui est le corps vitré qui adhère à la surface de la rétine, mais ça n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Cela dit, ça a été un progrès très important pour comprendre un certain nombre de maladies liées à des anomalies de l'interface entre le vitré et la rétine, comme les tractions vitréomaculaires, le trou maculaire ou les membranes épirétiniennes que l'on voit ici particulièrement bien sur cette animation. Mais l'OCT nous a appris beaucoup plus que ça. Ça a été un véritable changement de paradigme dans le diagnostic et l'évaluation des maladies à composantes vasculaires de la rétine et de la choroïde. Et l'élément clé qui était diffusion du colorant à travers la barrière hémato-rétinienne altérée, qui fondait en quelque sorte le diagnostic sur l'angiographie, a été remplacé par le concept d'épaississement œdémateux du tissu rétinien pour un certain nombre de maladies comme l'œdème maculaire cystoïde ou les néovésocoroïdiens de la délescence maculaire liée à l'âge, ou à l'inverse la notion d'atrophie rétinienne ou de certaines couches de la rétine dans d'autres maladies, et notamment dans les dystrophies rétiniennes héréditaires. Alors, je prends l'exemple de l'œdème maculaire. Voilà ce qu'était la définition d'un œdème maculaire en angiographie, et voilà ce qu'est la définition d'un œdème maculaire en OCT. Et vous voyez qu'ici, on va insister sur la visibilité directe des cavités microkystiques dans la rétine et sur l'épaississement de la rétine maculaire, avec cette image en coupe qui est par contre tout à fait superposable à celle de l'angiographie à la fluorescéine. Et comme je l'ai dit, ça a été le premier article publié grâce à l'OCT, ça a été l'idée qu'on allait pouvoir enfin quantifier l'œdème maculaire cystoïde et trouver une corrélation entre cet épaississement maculaire et le niveau de l'acuité visuelle. Malheureusement, il faut bien dire que cette idée était simpliste et qu'elle a été finalement assez décevante. Et vous voyez qu'il y a bien une corrélation ici entre l'acuité visuelle et l'épaisseur maculaire, mais cette corrélation est relativement faible. La pente n'est pas très grande, il y a une très importante dispersion des valeurs, et donc l'idée s'est vite imposée qu'il y avait d'autres facteurs que l'épaississement et qui nous étaient cachés par les données de l'OCT. Pourquoi est-ce que l'acuité visuelle reste basse après résolution de l'œdème maculaire cystoïde? Et c'est la première question qu'on s'est posée et qui va dans le sens d'une des conclusions de José Saël tout à l'heure, c'est-à-dire nous cherchons désespérément la corrélation entre la structure et la fonction. Nous progressons, mais nous progressons un peu lentement dans ce domaine. Eh bien, si on regarde l'évolution de cet œdème maculaire cystoïde après traitement, on a des traitements pharmacologiques très efficaces aujourd'hui pour résoudre les œdèmes maculaires cystoïdes. On a un retour à la presque normale de cette rétine. Mais si on compare la rétine guérie à la rétine normale, on voit qu'en fait, il y a des différences assez nombreuses. D'abord, on n'a pas un retour à la normale de l'épaisseur, on a une diminution de l'épaisseur. Ensuite, on a une fragmentation ici de cette ligne ellipsoïde qui nous dit quelque chose sur l'altération de la structure des photorécepteurs, et on a aussi une perte de la lamination normale de la structure rétinienne. Et donc on a des séquelles en réalité de cet œdème maculaire cystoïde, et on peut supposer que cette guérison est malheureusement associée à un certain degré de mort cellulaire qu'on ne peut pas réellement quantifier mais que l'on suspecte. On a fait quelques progrès
dans cette voie en regardant par exemple quelque chose qui est relativement facile à regarder aujourd'hui avec des segmentations automatiques, qui est l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires après résolution d'un œdème maculaire cystoïde. Et c'est un travail qui a été fait par Sophie Bonin et Bénédicte Dupas dans le service, et qui montre qu'après guérison de l'œdème maculaire cystoïde, il y a un amincissement de la couche des cellules ganglionnaires qui laisse donc penser qu'effectivement, il y a une souffrance qui est irréversible. Et ici, on a une corrélation beaucoup plus satisfaisante avec l'acuité visuelle que lorsque l'on prend comme critère l'épaisseur maculaire globale. On peut prendre aussi l'exemple des néovaisseaux de la DMLA comme changement de paradigme dans le diagnostic d'une maladie. La dégenérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire est une maladie fréquente. Les néovaisseaux choroïdiens prolifèrent sous l'épithélium pigmentaire ou peuvent franchir celui-ci et proliférer directement sous les photorécepteurs, ou peuvent contracter des anastomoses avec les vaisseaux de la rétine, mais tant qu'ils restent contenus en arrière de l'épithélium pigmentaire, qui est la couche cellulaire qui permet la nutrition et le fonctionnement satisfaisant des photorécepteurs, la fonction visuelle peut être sauvegardée. Donc vous avez ici le diagnostic de ces néovaisseaux choroïdiens, vous voyez sur des signes très indirects, ces points fluorescents en angiographie, un diagnostic un peu plus satisfaisant quand on regarde la segmentation de l'épithélium pigmentaire en face, où on voit le relief créé par l'existence de ces néovaisseaux choroïdiens, qui en réalité se trouvent ici. Et ça, c'est la représentation tridimensionnelle de ce soulèvement ici. Et voilà le soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Les néovaisseaux choroïdiens sont donc cantonnés dans cette zone-là et entraînent par leur exsudation à travers l'épithélium pigmentaire ce petit soulèvement de la rétine. Mais là encore, pas plus que l'angiographie, en réalité, l'OCT ne montre les néovaisseaux choroïdiens. La DMLA atrophique a également bénéficié de l'apport de l'OCT. Vous savez que l'autofluorescence est un examen qui reste très puissant en fait, pour détecter la perte de l'épithélium pigmentaire, et on suppose des photorécepteurs qui sont en avant de l'épithélium pigmentaire, qui ne peuvent pas survivre sans épithélium pigmentaire. L'OCT en face nous donne aussi, comme l'éclysion d'autofluorescence, le contour en fait, de cette zone dépourvue d'épithélium pigmentaire et qui correspond ici sur la coupe à cette absence précisément d'épithélium pigmentaire. Et vous voyez cet effondrement de la rétine et cette atrophie. En réalité, on perd ici la couche nucléaire externe, donc on perd une grande partie des photorécepteurs. Mais les résolutions de l'OCT restent insuffisantes pour parvenir au niveau cellulaire. Et en fait, ce que nous avons vu, ce sont des signes indirects de l'atteinte des photorécepteurs par altération, par désagrégation des lignes hyperréflectives externes. Ça montre aussi des signes indirects des pathologies vasculaires, leurs conséquences tissulaires, comme l'œdème ou le soulèvement rétinien exsudatif. Et la dernière évolution, qui est toute récente encore, c'est que de l'OCT, de l'acquisition de l'OCT, a pu être extrait une information concernant les vaisseaux, puisque l'acquisition de l'OCT, vous l'avez vu tout à l'heure, est une acquisition volumétrique. Eh bien, dans cette information, il y a une information qui a trait à la présence des vaisseaux, et notamment des capillaires. Alors, le principe de l'angiographie OCT est, si on le résume, relativement simple. Ça consiste à acquérir de façon très rapide des coupes à la même position et de soustraire de la coupe précédente ce qui n'a pas changé. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est ce qui est statique. Ce qui a changé, c'est la réflectance due au flux dans les vaisseaux rétiniens. Et donc, en soustrayant une image de la précédente, on va retenir que ce qui a changé, c'est-à-dire le flux dans les vaisseaux, et ce qui va permettre de générer ces pixels ici, en fait ces voxels, puisque c'est un volume, qui sont superposés ici sur l'OCT statique. Mais quand on efface l'OCT statique et qu'on a une représentation à plat en face, eh bien on a simplement la visibilité des particules sanguines circulant dans les vaisseaux, et on reconstitue donc le réseau vasculaire rétinien sans leur paroi, simplement avec le courant sanguin à l'intérieur. Et pour reprendre cette coupe qui est
bien connue, qui est très jolie parce qu'elle montre très bien en 3 dimensions à la fois les vaisseaux et à la fois le tissu rétinien, eh bien, on peut distinguer les différentes couches de plexus capillaire dans la rétine. Le plexus capillaire superficiel qui se trouve dans la couche des cellules ganglionnaires, le plexus capillaire profond qui se trouve dans la couche nucléaire interne, la rétine externe, donc les photorécepteurs qui sont avasculaires, et la choriocapillaire qui est imagée ici derrière l'épithélium pigmentaire. Et on peut l'appliquer à une coupe OCT avec le plexus capillaire superficiel, le capsule capillaire profond, la rétine externe avasculaire et la choriocapillaire. Reprenons plus en détail le plexus capillaire superficiel. Vous voyez cette image très détaillée qu'il nous donne, et si on colore les veines et les artères, on a cet aspect tout à fait caractéristique en échelle avec des petites vénules qui se résolvent en capillaires et qui vont d'une artériole à une vénule. Le plexus capillaire profond est très différent. Il a une organisation complètement inconnu jusqu'à présent, parce que nous n'avions pas de moyen, à part l'histologie, de connaître le plexus capillaire profond in vivo chez l'homme. Et vous voyez qu'il se résout plutôt en sorte de petites unités étoilées qui convergent. Et vous voyez ici les centres de ces unités. Et nous l'avons modélisé sur la base d'une idée de Michel Packe, sous la forme de cette organisation en étoile centrée par une vénule avec une alimentation artérielle périphérique et un drainage par le centre dans les vénules superficielles. Nous ne connaissons pas exactement les raisons pour lesquelles le plexus profond est organisé de façon si différente par rapport au plexus superficiel, mais il y a des bonnes pistes d'explication pour cela qui sont liées au transport liquidien dans la rétine via les cellules de Müller. Quels sont les avantages de l'OCT en géographie? C'est qu'il montre directement les vaisseaux anormaux et anormaux, immergés dans leur contexte tissulaire, avec aujourd'hui ce qui se différencie en notion de OCT structurelle pour désigner ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'élimination des différentes couches de la rétine, et l'OCT en géographie qui se superposent. Alors, reprenons l'exemple d'une maladie commune qui est les néovaisseaux choroïdiens de la déhiscence maculaire liée à l'âge. Voilà comment ils étaient montrés par l'angiographie et par l'OCT structurel, et voilà comment ils apparaissent maintenant en OCT angiographie liés à l'OCT structurel, c'est-à-dire que l'on ne soupçonne plus les vaisseaux choroïdiens, on voit les néovaisseaux choroïdiens. Je vais vous montrer maintenant deux exemples concernant la rétine et non plus les vaisseaux sous-rétiniens. Alors, un exemple d'une maladie fréquente, l'œdème maculaire diabétique, et un exemple d'une maladie rare, les télangiectasies maculaires, dites télangiectasies maculaires de type 2, mais qui sont tous les deux extrêmement instructifs. L'œdème maculaire cystoïde diabétique se reconnaît dès l'aspect du fond d'œil en couleur, et encore plus lorsqu'on réalise une angiographie à la fluorescine, on a déjà vu avec cette accumulation de colorants dans des cavités microkystiques illustrées par l'OCT. L'OCT angiographie peut nous montrer aussi l'aspect de la segmentation de l'OCT structurelle. Et on a dessiné ici les kystes, cavités microkystiques visibles sur l'OCT angiographie. Mais surtout, on peut superposer le lit capillaire rétinien. Et on voit que les occlusions capillaires correspondent assez bien à la zone des kystes rétiniens. Et si l'on voit quelques vaisseaux qui traversent ici ces kystes rétiniens, c'est simplement que c'est la projection des vaisseaux qui sont situés dans le toit de ces kystes, mais il n'y a pas de vaisseaux dans les cavités cystoïdes. Et si on compare le plexus capillaire superficiel d'un patient diabétique avec un plexus superficiel normal, on voit qu'il y a une diminution de la densité des capillaires. C'est encore plus évident pour le plexus capillaire profond. Ici, on a entouré les kystes, cavités microkystiques que l'on voit ici, et nous avons ici ce squelette en réalité du réseau capillaire profond, et vous voyez combien il est différent du maillage très serré du réseau capillaire normal. Mais la chose la plus intéressante est de regarder ce qui se passe après la résorption médicamenteuse de l'œdème maculaire cystoïde. Il y a une amélioration bien évidente du profil maculaire, mais vous remarquez qu'il n'y a
aucun changement dans la perfusion capillaire. Et c'est quelque chose que nous avions déjà soupçonné tout à l'heure. La zone des cavités cystoïdes reste dépourvue des capillaires, et c'est probablement pour cela que l'on a cette altération en réalité de la structure rétinienne et que le progrès visuel ne peut être que plafonné, bien que l'on puisse médicamenteusement résorber cet œdème maculaire cystoïde. Dans le lit capillaire profond, on l'a vu, l'occlusion capillaire est encore plus marquée. Les capillaires ne se reperfusent pas après résorption de l'œdème et il a été possible de mesurer la densité des capillaires restants, ici après guérison d'un œdème maculaire cystoïde, dans le lit capillaire profond, que vous pouvez comparer visuellement avec la densité normale du lit capillaire profond. Et ici, on a, dans ce cas particulier, une diminution de 70% de la densité par rapport à la normale. Alors, ce que nous apprend l'OCT et l'OCT en géographie, c'est que l'œdème maculaire cystoïde diabétique est associé à une occlusion capillaire plus ou moins sévère, que lorsque l'hyperperméabilité capillaire est corrigée par un traitement, l'œdème maculaire cystoïde, mais qu'il n'y a pas de reperfusion des capillaires occlus, et que dans les cas les plus sévères, il est possible de mesurer l'amincissement rétinien correspondant et qui est lié à une perte cellulaire, neuronale et gliale. Et c'est pourquoi les tentatives de corréler de façon simpliste l'épaisseur maculaire avec l'acuité visuelle n'ont pas été productives. Et je termine par une maladie rare, mais qui est complexe et qui est bien intéressante du point de vue de la sémiologie et de l'application des techniques d'imagerie, qui sont les télangiectasies maculaires de type 2, qui est une maladie neurovasculaire gliale rare, caractérisée par une perte du pigment jaune maculaire, une prolifération capillaire intrarétinienne, des cavitations atrophiques de la macula, une perte des cellules gliales de Muller, et nous participons à ce projet international d'étude de cette maladie. La perte du pigment maculaire xanthophile est illustrée par ces deux clichés. Ici, le pigment normal, ici, la disparition du pigment xanthophile, qui correspond donc à la perte de cette accumulation de pigments xanthophiles dans la rétine interne. Et pourquoi? Parce que la télangiectasie maculaire de type 2 sont caractérisées par l'existence de cavités, de pertes cellulaires en fait, dans la rétine interne qui fait disparaître ce pigment xanthophile. Mais la chose curieuse est que cette maladie qui entraîne des cavitations dans la rétine s'accompagne aussi de la prolifération ou de la dilatation de lit capillaire, du capillaire rétinien qu'on appelle télangiectasie, c'est-à-dire ectasie, dilatation des capillaires terminaux. Et puis aussi, non seulement dans la rétine interne, mais aussi d'une disparition focale des photorécepteurs. Donc des anomalies qui surviennent à différents étages de la rétine et dans différents compartiments, le compartiment vasculaire et le compartiment neuroglial, ce qui est une maladie assez étrange. Si on la regarde avec différentes techniques d'imagerie, et c'est un peu là qu'a pris naissance le concept d'imagerie multimodale, on voit que si on éclaire le fond d'œil en lumière bleue, on a ce blanchiment ici de la rétine interne et aussi une altération partielle ici du pigment xanthophile, la prolifération de ces télangiectasies, et puis en OCT en face ou en coupe, l'existence de ces cavités kystiques. En image, en optique adaptative, si l'on regarde non pas au centre de la lésion, mais en bordure de la lésion, là où la rétine passe de ce qui est normal à pas normal, on a cette image de disparition progressive de la mosaïque des photorécepteurs en bordure de la zone malade, qui correspond ici d'abord à une perte des articles externes des photorécepteurs, puis, lorsqu'on avance vers le centre de la lésion, à la perte des articles internes des photorécepteurs. C'est un travail qui a été réalisé par Julie Jacob dans le service avec la collaboration de Michel Pack. L'OCT en géographie nous a appris un peu plus en montrant le lit capillaire superficiel déformé, dilaté, chose qu'on avait déjà vue avec l'angiographie à la fluorescine, identique pour le lit capillaire profond, ce qui nous était inaccessible jusqu'à présent, mais surtout nous a montré qu'il y avait un réseau capillaire anormal surnuméraire dans la profondeur de la rétine externe, dans la couche nucléaire externe, là où normalement il n'y a pas de capillaire. Et la chose peut-être la plus étrange, c'est que on va voir ici une animation qui va nous montrer que voilà, on peut regarder les différentes étapes d'avant en arrière du lit capillaire superficiel en blanc au lit capillaire profond en violet, et puis voir ce lit capillaire ici surnuméraire en jaune. Mais si on regarde de nouveau la succession de ces examens,
la chose étrange est que ces capillaires surnuméraires qui ont proliféré dans la rétine externe correspondent exactement à la zone où manque la zone ellipsoïde, c'est-à-dire où manquent les photorécepteurs, ou en tout cas où les photorécepteurs sont très dysfonctionnels. Et cela nous a amené à penser qu'il y a dans les téléangiectasies maculaires de type 2 une prolifération capillaire qui survient après disparition focale des cônes et des cellules gliales de Müller, et probablement par perte de la répression de la prolifération capillaire induite par les cellules de Müller et les photorécepteurs. Donc en résumé, l'image du fond d'œil a fait un progrès spectaculaire dans les années 60 avec l'avènement de l'angiographie à la fluorescéine. Les maladies rétiniennes ont été décrites avec cette technique, bien qu'elles ne montrent pas véritablement la rétine transparente. L'OCT a rendu visible la structure rétinienne et a constitué une première approche de l'évaluation des photorécepteurs. Et l'OCT angiographie fait maintenant apparaître les vaisseaux rétiniens et choroïdiens dans leur contexte tissulaire, mais ne donne pas de renseignements directs sur la barrière hémato-rétinienne. Alors l'OCT a encore une grande marge de progression, l'amélioration de la résolution pour arriver à un niveau cellulaire qui va sûrement passer par le couplage de l'optique adaptative, le champ d'analyse qui va s'élargir avec l'augmentation de la vitesse d'acquisition jusqu'à 400 kHz, il y a déjà des prototypes de ce type. La profondeur de champ va augmenter, les mesures de débit sanguin dans les vaisseaux seront possibles par OCT-Doppler ou par OCT-angiographie, et des enregistrements électrophysiologiques ponctuels localisés sur l'OCT seront également possibles, et puis probablement bien d'autres choses que nous n'imaginons pas encore aujourd'hui. Merci de votre attention.